Nous sommes le mardi 23 mai 2023 et vous écoutez l'émission spéciale Canon EOS R8 de la 6e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, c'est émission spéciale et on va s'intéresser au tout nouvel hybride 24-36 mm Canon, l'EOS R8. Un boîtier compact, léger, abordable, taillé aussi bien pour la photo et la vidéo et qui se positionne comme le petit frère de l'incontournable EOS R6 Mark II. Avec nos invités Jackie Carré de Canon France et le photographe J.C. Pierry, nous allons absolument tout vous dire sur ce nouveau boîtier qui est la porte d'entrée idéale, voire royale, dans le monde de l'hybride 24-36 mm. Et ben voilà, c'est parti, Benjamin, deuxième émission spéciale de la saison 6. Toujours un plaisir d'être avec toi autour de ces micros à cette table. Comment vas-tu, Benjamin, aujourd'hui ? Bah écoute, ça va très bien. J'ai révisé mon EOS sur le bout des doigts, donc je suis prêt. C'est pas la première fois qu'on fait une émission spéciale avec Canon. On avait fait il y a pas si longtemps que ça, l'EOS R7. Oui, mais là on a grandi un peu le capteur Exactement. Et on passe de la PSC au 24-36. Et ouais, ce format de capteur qui fait un peu rêver tous les passionnés finalement de photos et même de vidéos. Jackie, sois le bienvenu déjà pour commencer. Bonjour Arthur, bonjour Benjamin. Ravi d'être ici. C'est un réel plaisir de t'accueillir pour la première fois dans notre studio, même si nos auditeurs ont l'habitude de t'entendre et t'ont déjà entendu à de multiples reprises, car tu es régulièrement la voix un peu technique de Canon dans ce podcast. Tu es le chef de gamme produits photo chez Canon et ça l'a fait plus de 23 ans que tu travailles pour cette belle maison. C'est bien ça, Arthur, tu as bien révisé mon profil. Bon, Jackie, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite, même si ce n'est pas vraiment le sujet de cette émission. Il y a quelques semaines, vous avez lancé une nouvelle optique absolument délirante, un 100-300 mm RF f 2.8 constant LIS USM, un magnifique petit bijou à plus de 10 000 €. Alors, évidemment que cet objectif n'est pas initialement conçu pour être utilisé avec un R8, mais il y a un boîtier avec lequel il irait super bien. C'est l'EOS R1, dont on entend parler finalement au cours de rumeurs depuis des mois, voire des années. On en est où, Jackie, de l'EOS R1 ? L'EOS R1, il est dans les tuyaux, je pense. Il s'appellera bien R1 alors. Ce sera le R1, donc ça, maintenant notre PDG, donc le président de Canon Inc. Photo, nous a dit qu'il y aurait l'année prochaine un EOS R1 qui serait le vaisseau amiral de la marque pour les JO. Donc là, je peux confirmer. Par contre, je n'ai pas les caractéristiques, je n'ai pas la date de sortie, je n'ai pas la date de lancement. Et t'en as pas un dans ton sac, là ? Malheureusement, j'ai amené un R8 aujourd'hui, mais j'ai pas le plaisir d'avoir le R1. Et même si je l'avais, de toute façon, je pense que j'aurais pas le droit de la porter ici. Non. Mais c'est pas le cas encore. Bon. Donc il a dit JO, il a pas dit Coupe du Monde de rugby. A priori, je pense pas qu'il soit là pour le rugby. Bon, ça marche. Pour t'accompagner dans cette émission, nous avons le grand plaisir également de recevoir pour la première fois, pour le coup, dans Faut pas pousser les ISO, le photographe, réalisateur et grand voyageur, J.C. Pierry. Merci beaucoup, J.C., d'avoir accepté notre invitation pour venir parler finalement de cette EOS R8 que tu as pu tester, on m'a dit, en avant-première, à l'occasion de l'un de tes nombreux workshops que tu as organisés en Islande. Sois le bienvenu, J.C. Merci à tous. Exactement, ouais, on est parti en Islande tester le R8 et le R50 aussi, mais bon, là, je crois que l'émission elle est plutôt sur le R8 et c'était un plaisir de pouvoir tester ce boîtier-là. Ouais. Alors, si tu le veux bien, JC, je vais quand même te présenter à nos auditeurs. Alors, tu as 33 ans et tu es donc photographe et réalisateur professionnel. Cela fait plus de 15 ans que tu parcours la planète dans pas moins de 60 pays différents. Tu as un parcours absolument dingo. Tu es d'abord diplômé d'une licence en finance et d'un master en sport event. Tu as été professionnel de BMX freestyle et tu as fondé des festivals de sport et de musique. Tu as monté en 2018 ta propre société de production
North Sky Film et en 2019 ta société de formation JC Pierry Formation qui propose des parcours d'apprentissage complet en ligne autour de la photo, de la vidéo, des prises de vue par drone, de l'entrepreneuriat et même du développement personnel. Tu organises régulièrement des workshops photo en Islande, en Amazonie et en Namibie. Tu es présent sur les réseaux avec par exemple ton compte Insta suivi par plus de 150 000 personnes et ta chaîne YouTube suivie par plus de 50 000 abonnés. JC, est-ce qu'on a bien résumé qui tu es ? Je pense que oui, c'est bon. Il y a beaucoup de choses, merci, c'est gentil. Tu peux challenger un invité qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, Antoine de Maximi, qui qui a lui anime aussi, l'émission J'irai dormir chez vous, qui a un beau palmarès de destination à son actif. Ouais, mais alors les expériences, pas les mêmes là. Lui, c'est assez fou quand même. Ouais, c'est sûr. JC, comment on fait pour passer de professionnel du BMX freestyle à la photo en fait ? Ben, c'est deux passions complètement différentes qui se sont liées à un moment. Tout simplement, j'avais envie d'immortaliser un peu ce qu'on était en train de faire avec mes amis au départ. Et de là, au départ, moi j'ai commencé par la vidéo avant la photo. Et pour les 50 ans de mon père, on lui avait acheté un caméscope qui, il s'en est pas trop servi puisque je lui ai rapidement piqué. Et un caméscope Canon, en plus à cassette, mais vraiment le vieux truc. Et donc il y a plus de 15 ans, j'ai commencé à filmer mes amis. Et de là, on est venu la passion de l'image, petit à petit aussi la photo. Je suis passé après au 5D Mark II. Donc voilà, j'ai vraiment commencé avec les tout premiers boîtiers réflexes. Et bon, ça a été, là, c'est une grosse évolution entre le caméscope et le 5D Mark II. J'imagine, ouais. Mais voilà, c'est parti de là, quoi. Ah, le 5.2, c'est un produit iconique en plus. C'est vraiment le produit pour la photo et la vidéo. C'est lui qui a lancé la vidéo ça a avec été le premier. Une révolution. Avec Vincent Laforêt à l'époque. Et puisqu'on parle de BMX et de photos, on vous invite à découvrir, si vous ne le connaissez pas, le travail de JB Lyotard aussi, ambassadeur Canon, je crois, dont le livre Climax a été publié aux éditions Mons. Formidable bouquin, très graphique sur l'univers du BMX. Du VTT. Du VTT. Alors Jackie, avant de commencer, j'aimerais qu'on en revienne 2 secondes sur un autre nouveau produit que vous avez annoncé tout récemment. Il s'agit du Dela PowerShot V10, un tout nouveau concept de caméra. Et pour nous en parler plus en détail, je vous propose qu'on écoute le témoignage de Sébastien Corlouer, le responsable du département marketing produit chez Canon France. En fait, c'est la nouvelle PowerShot V10 puisque c'est une caméra de vlog dédiée essentiellement aux personnes qui veulent un produit simple et facile à mettre en œuvre pour faire du vlog, que ce soit en déplacement ou tout simplement chez eux. Le vlog, il y a aussi quelque chose de très spontané et donc on a un appareil qu'on peut sortir de sa poche, le lancer directement en appuyant sur un bouton. Alors, c'est une caméra qui s'adresse essentiellement aux personnes qui souhaitent évoluer de leur smartphone vers une caméra un petit peu plus professionnelle. Aujourd'hui, on a une ouverture de 2.8 maximum sur cette petite caméra qui permet de bien se détacher du fond. Donc, on aura un rendu beaucoup plus sympa que sur un téléphone portable. On est aussi sur un capteur de 1 pouce, beaucoup plus grand que la caméra frontale de son téléphone. Donc, on aura un rendu beaucoup plus qualitatif. Et 2 microphones stéréo intégrés qui permettent de capturer un son de très haute qualité. Il y a un 3e micro intégré qui permet de réduire les bruits parasites. Et du coup, donc on a un très bon son de qualité quand on s'exprime devant sa caméra, mais même derrière si on veut filmer quelque chose pour le montrer. Et un champ assez large avec un zoom numérique si on a besoin de se rapprocher. Cette caméra, elle propose également des fonctionnalités de stream, effectivement. On peut la brancher en USB-C directement sur son ordinateur portable et du coup, elle est reconnue comme une webcam. Et également, on a un port micro HDMI pour les plus expérimentés qui veulent l'utiliser, par exemple, avec un mélangeur. Et elle est connectable directement en live streaming depuis l'application Camera Connect, aujourd'hui sur les plateformes Facebook et YouTube. On a même des marqueurs d'aspect, si on tient par exemple en horizontal pour faire un contenu sur YouTube et qu'on veut ensuite faire une petite story qu'on mettra en vertical, et ben on peut se cadrer avec le marqueur d'aspect bien en vertical au centre de l'écran. Et du coup, on a un rush vidéo 2 en 1 qui permet d'avoir sa story pour Instagram et également son contenu qu'on pourra partager ensuite sur YouTube. La PowerShot V10 sera disponible à partir du 15 juin prochain avec un prix d'entrée à 449 € pour le premier kit. Et on a un kit un petit peu plus avancé qui sera à 479 € avec une petite cage développée en partenariat avec SmallRig qui permet d'ajouter des accessoires si on le souhaite, typiquement un petit panneau LED, un micro extérieur si on en a besoin. Vous savez à quoi elle me fait penser, cette nouvelle caméra ? Elle me fait penser à 2 anciens produits chez Canon. Alors, il y avait un compact, c'était le PowerShot
N de mémoire, et elle me fait penser aussi surtout peut-être aux Legria Mini. Ça existe encore les Legria Mini, Jackie? Non, c'est plus au catalogue. Mais effectivement, c'est un petit peu le principe de ce type de caméra qui avait été lancé à l'époque. On était très précurseurs. Et là, on reprend le principe d'une caméra de vlog qu'on peut poser ou qu'on peut utiliser à la main directement, et on se filme et on peut partager donc du contenu. Typiquement, si on fait un contenu cuisine ou un contenu sportif, on peut le partager avec ce type de caméra qui est très facile à utiliser. Et est-ce que ça arrive en complément de la gamme PowerShot G ou est-ce que ça la remplace? Parce qu'on Non, aurait pu attendre un J7X marque 4. non, là vraiment c'est pour le vlog. C'est vraiment une caméra qui a sa cible à elle, hein, qui est pour donc, le vlog, pour la vidéo uniquement. Un PowerShot G, c'est vraiment un compact haut de gamme, premium, qui fait de la photo, de la vidéo, qui fait bloc-notes pour un photographe professionnel par exemple. Mais c'est pas le même registre. On est vraiment là sur une caméra pour le vlog, pour la création de contenu et du partage. Toi, JC, qui est un professionnel des réseaux, tu utilises quoi comme matos pour faire tes stories ou quand tu souhaites t'adresser, on va dire, simplement et rapidement à ta communauté? Alors déjà, juste pour la petite anecdote, la Legria Mini, je l'ai toujours. Et tu Alors, je l'utilises l'utilise encore? plus maintenant parce que non, non, plus du tout, mais c'est vrai qu'avant, je l'utilisais. Alors, je crois qu'elle filmait qu'en 1080 et au niveau, c'était vraiment un grand angle, un peu fisheye, un peu déformé. Il y avait peut-être le moyen de cropper un peu, je crois, mais c'était vraiment génial, surtout le côté micro, ça fonctionnait super bien. Et donc là, de sortir vraiment le tout nouveau en format 4K maintenant, enfin, forcément avec une grosse évolution, j'ai vraiment hâte de l'utiliser en tout cas. Et alors moi, pour les stories, principalement mon téléphone, parce qu'en fait, j'ai pas envie de consacrer trop de temps, trop d'énergie dans les stories, sachant que c'est quelque chose qui est éphémère. Et je trouve que le téléphone, ça fonctionne très bien, pour moi, on va dire. Et après, je vais partager des photos déjà retouchées, peut-être en story, des choses comme ça. Mais cette caméra-là, par contre, elle pourra servir pour du vlog, pour des voyages. Et j'ai vraiment hâte de tester. Normalement, c'est dans les tuyaux. J'ai envoyé encore un message à Sam tout à l'heure. Ok, bon, on referme un peu cette petite parenthèse sur la PowerShot V10 et on attaque notre émission dédiée au nouveau Canon EOS R8. Alors pour commencer, on va donner la parole à JC. Donc toi, tu as pu tester en avant-première ce nouveau boîtier sur le terrain au cours d'un voyage en Islande, je le rappelle. Finalement, toi qui connais très bien la marque et les produits Canon, à chaud, c'est quoi tes premières impressions sur ce nouveau boîtier? Je trouve déjà que c'est en fait un rapport qualité-prix qui est vraiment génial. Il y a plein de gens qui hésitent souvent, des gens qui ont un petit niveau déjà en photo ou même en vidéo, qui veulent se lancer ou qui se sont déjà lancés, qui savent pas trop vers quoi aller, et qui n'ont pas forcément le budget d'aller vers un R5 ou des choses comme ça. Je trouve que c'est vraiment un rapport qualité-prix qui est génial et surtout qu'on est sur un plein format. Et en fait, je pense que déjà c'est ça en fait la grosse particularité de ce boîtier-là, c'est le plein format. Après, en dessous, on va avoir le R7 aussi, que j'ai eu la chance de tester avec Canon, sur un capteur APS-C. Et donc, on va dire, le capteur APS-C, l'avantage, c'est peut-être pour l'animalier, par exemple, parce que ça va nous permettre de se rapprocher plus facilement avec les optiques. Mais là, on va vraiment pleinement utiliser nos optiques. Donc, pour moi, déjà, au niveau rapport qualité-prix et ce que le boîtier est capable de faire, le fait d'avoir le plein format, c'est le Graal déjà. Ouais, et puis on peut dire que les deux sont complémentaires finalement avec des caractéristiques plutôt proches parce que le viseur a la même définition du R7 au R8. On est à 2,36, tout à fait. 2,36 millions. Et un mot sur l'ergonomie peut-être qui maintenant devient une signature sur les EOS R plein format avec un écran tête dans toutes les directions aussi. Ça, c'est quelque chose sur le terrain qui est quand même vachement pratique, non? Ah oui, clairement, clairement. Mais en plus, il rentre dans la poche, quoi. C'est avec le petit objectif. Alors, je sais plus parce que moi, j'avais le R50 aussi avec moi. Il y en a un, c'est quoi? Il y a un 18-50. C'est quoi les objectifs qu'il y a avec? C'est qui déjà? Il y a un 24-50, donc en plein format RF. Et si tu avais le R50, tu étais sur le RFS 18-45. Voilà, c'est ça, ouais. Mais même l'optique, il est tout petit. Et avec ça, c'est ultra polyvalent. J'ai pratiquement jamais changé. Et après, j'ai fait le test. Par exemple, j'ai mis dessus mon 70-200 RF de 8. Et on a l'impression d'avoir un boîtier avec une optique pro. Enfin, on peut faire exactement la même chose. Et en Islande, moi, j'ai fait un comparatif dans une vidéo où je fais la même photo, même avec le R50, le R8 et le R3. Et en fait, sur une photo, on va dire classique, où il n'y a pas besoin de faire de la longue exposition, des choses comme ça. Après, si c'est pour que ça finisse sur un petit carré sur Instagram, il n'y a personne qui verra la différence, tu vois. Et c'est assez dingue, honnêtement, la qualité.
Ouais, finalement, 24 millions de pixels, c'est le bon équilibre, on va dire, pour un passionné, pour un amateur averti, que ce soit aussi bien en photo qu'en vidéo, tu penses? Ah, clairement, après, en plus, sur le R3, par exemple, moi, j'utilise pratiquement que le R3 aujourd'hui. Il y a combien? Il y a autant de pixels, en fait, sur le R3. On est à 24 également, ouais. Voilà, donc, et là, quand je vois les photos, je reviens d'un voyage en Inde, j'ai fait les photos, je vois le piqué qu'il y a, c'est dingue. Donc, honnêtement, 24 millions de pixels, c'est déjà fabuleux. Après, si on veut faire du 4 par 3 dans la rue, c'est peut-être pas le boîtier à avoir, peut-être un R5, mais qui fait ça, tu vois? Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont faire des agrandissements aussi importants. Donc, non, c'est largement, largement suffisant. Jackie, l'EOS R8, finalement, c'est une assez belle porte d'entrée dans le monde de l'hybride, d'une manière générale, chez vous, Canon, et puis peut-être même dans le monde du 24-36 mm. À qui il s'adresse, cet EOS R8? Alors, le R8, c'est vraiment passer au plein format. C'est vraiment un boîtier qu'on adresse pour les gens qui veulent passer donc, à l'hybride et à l'hybride plein format. Et avec un produit vraiment très qualitatif, hein, puisqu'on reprend le capteur du R6 Mark II, qui est un super capteur, hein, qui est très très bien né, avec une belle sensibilité, 102 000 ISO, donc très très bon au niveau de la sensibilité. La qualité AF du système EOS R, hein, la dernière génération. Un produit quand même très léger, hein. C'est un hybride et c'est un hybride plein format qui est léger et qu'on peut emmener partout. Bon, vraiment, ça, c'est les points très importants. Oui, on précise, il fait quoi, 461 grammes Oui, c'est ça. avec la batterie. Avec C'est la batterie. vraiment Sans batterie, léger. on est à 414 grammes. Donc, Ouais. tu vois, c'est très, très léger. Dans un petit fourre-tout, même un sac à main, ça passe, hein. Et avec le 24-50, on reste sur un produit très petit, très compact, très léger et qu'on peut emmener partout. On sort un 24-50, donc une optique transstandard polyvalente qui fait du voyage, du reportage et un petit peu de portrait à 50. Donc, vraiment une porte d'entrée très facile d'accès, mais surtout sans compromis sur la qualité. Hein, ça, c'est important. On reprend le capteur du R6 Mark II, la sensibilité, la F, la cadence de prise de vue. Hein, on verra ça dans le détail, mais c'est énorme. Et des superbes images. Hein, donc, Oui, franchement, pour le résumer, on peut dire qu'il a presque la vélocité d'un R6 Mark II dans un gabarit, un corps de RP, pour ceux qui le ouais, connaissent. si tu résumes, Grosso modo. c'est ça. La vélocité, on l'a. On est à 40 images par seconde. Donc, c'est la même que le R6 Mark II. Et effectivement, c'est un produit très compact. Et l'ergonomie, donc peut-être au niveau de l'encombrement, ça ressemble au RP, mais la prise en main, quand même, elle est bien supérieure. On a un écran polyvalent, orientable et tactile. Et toute l'ergonomie de la dernière génération des hybrides, c'est vraiment quelque chose de différent. Donc finalement, c'est un boîtier qui s'adresse aussi bien aux utilisateurs actuels de réflexes qui seraient un peu en train encore d'hésiter au passage à l'hybride, et puis pourquoi pas profiter du passage à l'hybride pour passer au 24-36 mm. Et il s'adresse aussi aux jeunes qui n'ont pas connu le réflexe numérique et qui connaissent la photo numérique que par le smartphone et qui vous commencent quand même un peu à voir les limites de ce genre de dispositif et ont envie de passer à autre chose. Ah bah complètement. Alors là, tu as bien résumé, hein. C'est donc, il y a deux cibles. Ceux qui sont sur des réflexes et qui veulent maintenant profiter, parce que maintenant, la bascule, elle est en train de se faire, hein, même si elle est déjà en partie faite. On bascule sur les hybrides qui apportent des vraies avancées, hein, rien que la visée. Et également des gens qui veulent découvrir autre chose que le smartphone. Et donc, des choses un peu plus qualitatives pour la sensibilité et surtout avoir la main sur la création. Le smartphone, il filtre, il détourne, c'est sympa, mais un hybride plein format, on a des optiques et on choisit ce qu'on fait. On fait un flou d'arrière-plan naturel, enfin, on fait plein de choses comme ça. Ouais, il y a les possesseurs de smartphones qui veulent découvrir cet univers-là. Il y a aussi donc les possesseurs de réflexes qui sont peut-être déjà équipés en optique Canon. À une époque, vous aviez une politique de fournir une bague qui permet de monter les optiques EF sur les boîtiers R. Est-ce que c'est toujours le cas ou... Alors, non, maintenant, on ne fournit plus la bague. On l'a fourni pour le lancement de l'EOS R, hein, qui date quand même de 2018. On l'a fait également pour le RP 2019, le R5 et le R6, qui étaient donc, eux, en 2020. Hein, c'est là vraiment il y a eu le changement pour Canon sur le monde de l'hybride. Pour ce produit-là, maintenant, ça va faire 5 ans presque. Donc, la bague n'est plus fournie, mais elle est toujours, bien sûr, disponible. Hein. Elle est à moins de 100 €. Donc, c'est quand même très accessible pour pouvoir utiliser toutes ces optiques EF. Et du coup, l'une des forces de ce boîtier, c'est aussi évidemment son prix, puisque l'EOS R8, il est sous la barre des 2000 € en kit, avec ce fameux 24-50 mm f4.5 6.3 stabilisé
STM, c'est bien ça. C'est bien ça. Tu as bien retenu toutes les caractéristiques. Je vais compléter. Donc, on est à 1900. Pas les pires. Franchement, c'est pas les pires. On en fait beaucoup des noms de produits et là, ça va easy. Hein. On citera pas de nom, mais ouais. Non, si on veut être précis, effectivement, donc il y a l'ouverture, la stabilisation et la motorisation STM, donc pas à pas, sur cet objectif. Et donc, ça fait un kit à 1 999 €. Et si on est en boîtier seul, dans ce cas-là, on passe à 1 799 €. Donc, on est bien en dessous des 2 000 €. Et avec un produit qui a les qualités quand même très proches de celles d'un R6 Mark II. C'est pour ça qu'il est lancé plus cher, par exemple, le RP à l'époque. Le RP était, lui, lancé, je crois, à 1 500 €. Oui, c'est ça. Et ouais, ça explique parce que c'est clair qu'il n'est pas du tout aussi véloce et il n'a pas le même AF, etc. C'est incomparable. Ça c'est n'a ce qui rien à explique voir. sa différence de prix. Le RP, donc on était sur un capteur à 26 millions de pixels, mais les cadences de prise de vue, on était 5 images, 5 images par seconde. Et puis après, on passait tout de suite on n'avait pas de suivi AF. Ça n'avait vraiment rien à voir. C'était vraiment le début de l'hybride plein format chez Canon et on avait encore quelques limitations au niveau de la mise au point, de la cadence, des choses comme ça. On peut dire peut-être un mot d'ailleurs sur le RP qui est toujours dispo. Oui, il est toujours dispo. Et là, on l'a baissé et il est aux alentours de 1 000 €. Je crois qu'il est à 1 099, si j'ai bien retenu, si j'ai bien appris ma fiche aussi. Et donc, c'est très accessible. C'est bien aussi pour débuter, vraiment avoir un produit abordable. 24-36 à ce prix-là, oui, c'est intéressant. Vous commencez vraiment à avoir une gamme hyper développée parce que en dessous ce R8, on va retrouver aussi donc l'EOS R50. Alors lui, il est en APS-C, le R10, le R7 qui est à peu près au même niveau, le RP dont on vient de parler, et puis juste au-dessus, on a le R6 Mark II. C'est ça. Donc maintenant, on a vraiment une montée en gamme. Le R va sortir du catalogue. Et le R, c'est terminé. Le R, c'est fini. Donc, lui, il est sorti en 2018. Là, il sort du catalogue. Il y a encore peut-être quelques-uns en magasin, mais c'est la fin. Maintenant, si on a la montée en gamme, on va dire on fait R50, R10, R7, R8. Alors là, c'est un choix, on va dire, c'est un choix de photographie. Soit on veut du plein format, dans ce cas-là, on passe sur le R8. Soit on fait de l'animalier, du sport, et ce sera le R7. Ensuite, R6 Mark II, donc les 24 millions de pixels. R5, un produit à 45 qui est quand même un produit toujours référence chez nous. Donc, ouais, et après, on passe sur le R3, donc qui est un hybride monobloc professionnel pour le sport. Ok. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne 2 secondes sur cette histoire de rétrocompatibilité optique. Parce que moi, je me mets à la place des utilisateurs de réflexes Canon qui ont 2, 3, voire plus d'objectifs. C'est vrai que ça fait quand même flipper ce passage à l'hybride et ce changement de monture. Jackie, est-ce que tu peux essayer de nous expliquer clairement pour qu'on comprenne bien pourquoi on peut utiliser des optiques réflexes en monture EF sur des hybrides Canon en monture RF? Alors, c'est très, très, très simple. C'est juste une histoire de tirage mécanique. C'est la distance qui est entre donc, la baïonnette et le capteur. Sur un réflexe, avec le miroir, on était à 44 mm. Sur un hybride, il n'y a plus de miroir. Dans ce cas-là, on passe à 20 mm. Donc, la bague, elle sert juste à rattraper le tirage. Et donc, du coup, on peut mettre toutes les optiques EF qu'on avait par le passé en mettant cette bague et on rattrape le tirage pour avoir la mise au point sur le plan capteur. C'est une bague d'adaptation active, c'est-à-dire qu'avec ces optiques réflexes, on va pouvoir conserver l'autofocus, la stabilisation, la présélection automatique du diaphragme, enfin tout ce qu'on avait dans les optiques à la base, quoi. Elle est totalement transparente. C'est juste un rattrapage de tirage. Il y a les connexions qui traversent la bague et on garde tous les automatismes. Si on a une belle optique, l'optique restera belle toute sa vie. Entre guillemets, le caillou, s'il est beau, s'il fait un super bokeh, vous allez le garder sur du R8. Oui, puis pour être complet sur ce sujet-là, si on se posait des questions à l'époque des réflexes de la montée d'une optique EFS sur un boîtier plein format qui n'était pas possible, aujourd'hui, la question ne se pose plus puisqu'on peut monter les optiques RFS ou RF sur n'importe quel boîtier R, qu'il soit APS-C ou 24-36. Ouais, c'est bien ça. Donc là, en plus, maintenant, on a une baïonnette, une monture RF qui est intelligente. Donc, elle va reconnaître le RFS et automatiquement, on va recadrer, on va cropper sur l'image pour adapter donc, la taille du capteur à la taille. 1,6 fois. Voilà, donc c'est très, très pratique. Et ça, c'est également valable pour les EFS. Si vous montez un EFS 1855 typiquement sur un R8,
on va le reconnaître et on va recadrer dans l'image pour adapter, pour qu'il n'y ait pas de vignettage et pour que le cercle image soit bien couvert par le capteur. Ok. Bon, tout ça, c'est évidemment la théorie. Moi, je vais demander un peu un retour pratique. JC, toi, tu continues à utiliser toujours de gros téléobjectifs Canon en monture EF, évidemment, pour l'une de tes spécialités qui est la photo animalière. Tu les as donc testés, j'imagine, avec des hybrides et cette fameuse bague. Ça marche? Non, ça marche pas du tout. Ouais, voilà. Merci de enfin établir la vérité, JC, parce que Tu sors. Non, franchement, ça fonctionne super bien. Alors moi, de mon côté, maintenant, j'ai pratiquement tous les objectifs en RF, mais il y en a un, et je crois qu'il n'existe pas encore en RF, c'est le 14 mm 2.8, si je me trompe pas. Non, on n'a pas ça encore. Et donc celui-là, moi, personnellement, je l'adore, puisque pour le sport extrême, il est génial, ou pour l'architecture, il n'y a aucune déformation, donc c'est parfait. Et donc ça, c'est un 14 mm EF 2.8 que j'ai toujours et que j'utilise avec la bague. Donc ça, pareil, même pour de la photo, de l'astrophotographie, j'utilise souvent. Après, maintenant, j'ai le 400 mm RF, donc je vais utiliser ça. Mais à la base, j'avais testé quand même mon... T'es bien équipé, hein? C'est pas trop mal, on va dire on va pas se plaindre. Non, c'est énorme, ça c'est le Graal absolu pour la photo animalière. Mais j'avais testé mon ancien 70-200 EF avec la bague et ça fonctionne à merveille aussi, hein. Donc voilà, le gros avantage de changer les optiques, c'est aussi la taille sur certains, dont le 70-200, qui est là beaucoup plus léger, beaucoup plus petit. Dans le sac, vu le nombre d'optiques qu'on peut avoir des fois dans un sac, voilà, on gagne un peu de place. Et non, franchement, ça fonctionne vraiment à merveille, sans problème. Et une question, on parle de compatibilité. Est-ce que la double stab peut fonctionner avec une optique EF et la stabilisation IS sur un boîtier R? Alors non, là il y a quand même, donc on garde tous les avantages de l'optique EF, on ne perd pas ses qualités. Par contre, on ne profite pas des avancées du système R. Oui, il y a quand même des raisons qui peuvent pousser à franchir le pas vers les nouvelles optiques. Typiquement, si vous avez un 24-105 f4 en EF, vous allez rester donc sur la stab du 24-105. Hein, donc de mémoire, je crois qu'on est à 4 ou 5 diaphes. Par contre, en RF, vous allez pouvoir cumuler la stab de RF 24-105 à celle de l'IBIS du boîtier et monter jusqu'à 8 diaphes. Donc ça fait quand même une vraie différence et il y a une vraie marche entre les deux. Et on profite également sur les télés comme celui de JC. On a une double alimentation et donc la vélocité du moteur AF, elle est beaucoup plus importante sur un RF 400 dernière génération que sur le F. Mais par contre, la qualité, elle est toujours là, elle reste la même. Hein, donc... Il y en a plein, hein, finalement, des avantages quand même à basculer progressivement, bien sûr, on va bien dire, sûr. hein, sur la monture RF. Il y a un côté ergonomique évident, hein, parce qu'on rajoute quand même un truc au bout d'une optique, ça peut être déséquilibré, surtout quand on voit le gabarit d'un EOS R8, même avec un 70-200 mm de 8 EF, c'est totalement déséquilibré. Donc, on a intérêt, ne serait-ce que pour ça. Donc, poids, encombrement, performance optique, évidemment. La résolution Puisque, est bien meilleure. Voilà, c'est toutes les dernières technologies qui ont été développées, qui sont implémentées sur ces nouvelles optiques RF. Et puis, bon, voilà, on va pas l'avenir, c'est la monture RF, c'est plus la monture EF. Complètement. On a une bague de contrôle également. Donc, on peut contrôler le diaph ou la vitesse ou l'expo à travers cette bague qui est personnalisable. Donc, il y a vraiment des avancées. Et en plus, les optiques RF, elles ont un processeur intégré qui communique avec le processeur du boîtier. Et du coup, on va optimiser tous les entre guillemets, les aberrations, les caractéristiques de l'optique vont être intégrées sur l'image et corrigées directement sur le boîtier sans passer par du post-traitement sur des logiciels tierces. Et tout à l'heure, juste une petite précision juste sur les boîtiers. Tout à l'heure, vous disiez, est-ce que le R8, il est pour tout le monde ou est-ce qu'il est que pour les débutants ou les gens qui... Honnêtement, moi, si j'avais qu'un EOS R8 aujourd'hui, je pourrais pratiquement faire la même chose. Vraiment, très, très honnêtement, par exemple, là, je reviens d'Inde, j'ai fait des portraits, j'aurais eu un R8, j'aurais fait exactement les mêmes photos qu'avec un R3. Vraiment, vraiment. Et je pense que là, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un R3, mais un R8, ça pourrait être un énorme super second boîtier, par exemple, pour faire pas mal de choses, même en vidéo, parce qu'on voit qu'il fait de la 4K 60. Moi, par exemple, je suis pas quelqu'un qui va regarder dans les boîtiers tout ce qu'il est capable de faire. Je vais regarder les trucs de base, et c'est vraiment ça que je vais utiliser principalement. Et là, quand on voit vraiment juste 4K 60, on voit la rafale à 40 images par seconde, 24 millions de pixels, j'ai envie de dire juste ça, et le plein format, ça peut me convaincre à prendre ce boîtier et à être capable de faire plein de choses. Donc c'est vraiment ultra complet. Ça marche. Alors,
Avant de passer à la suite, on vous propose d'écouter un témoignage d'une autre photographe, ambassadrice, Canon. Il s'agit, d'Aline Deschamps, qui elle aussi, comme toi JC, a testé, le nouveau, EOS R8. Alors c'était pas en Islande pour le coup, mais à l'occasion d'un reportage, au Liban, à Beyrouth. On l'écoute. Canon m'a prêté, l'EOS, R8, un petit peu en avant-première et à ce moment-là, j'étais au Liban et donc moi, je travaille normalement en photo-reportage, mais j'ai voulu passer un week-end à Tripoli, qui est une ville au nord du pays et donc j'étais, sur la corniche où je me suis donné un petit peu comme, but de vraiment, capturer la vie sur, cette corniche de Tripoli. Moi, je suis plutôt habituée, au R5 et avant ça, au 5D Mark IV et c'est vrai que c'est une différence de poids énorme. Déjà, tout d'abord parce que moi, généralement, je mets mon appareil dans mon sac à main. Du coup, c'est vrai qu'à la fin de la journée, ça commence à peser, ça me fait généralement mal à l'épaule et là, en fait, avec le R8, c'est une vraie révolution parce qu'il est tellement léger qu'en fait, c'est un poids plume, on le sent pas. Sachant que c'est une caméra d'une grande qualité, déjà, c'est un full frame et ensuite, l'objectif, qui est aussi l'objectif qui vient dans le kit, du, R8, c'est un objectif qui est très polyvalent, et donc ça te permet, de faire aussi bien, du reportage, que, des choses un petit peu plus artistiques parce que tu rentres plus dans le macro, de zoomer. Ça te permet aussi d'avoir quand même un grand angle s'il y a besoin de faire un peu plus de street photo comme là, ce que j'essaie de faire et donc c'était une vraie belle surprise pour les capacités de cet appareil. Comme je fais beaucoup de portraits, en fait, moi, ce que j'aime, en fait, c'est un peu cet effet de flou, qu'on a dans les portraits pour vraiment faire sortir les sujets, par rapport au fond. C'est ce qu'on appelle un petit peu le bokeh et en fait, avec un capteur 24-36, ça nous permet ce genre, de rendu, de valoriser un petit peu la personne et vraiment de capter, bah, voilà, ces moindres détails sur le visage. Alors ce R8, moi, je pense qu'il serait très pertinent pour, toutes les personnes qui ont peut-être déjà un certain background en photographie, mais qui n'osaient pas vraiment passer le pas avec un mirrorless et que voilà, ils se disent: «OK, je voudrais un appareil un peu plus pro, mais pas non plus un appareil qui coûte, 4 000 €». Pour moi, c'est vraiment l'entre-deux, parfait parce que encore une fois, il est léger, donc ça veut dire que, bah, pour des gens qui vont faire du vlogging, je sais pas moi, par exemple, même des vidéos aussi, de voyage, de choses comme ça, c'est très pratique parce que la résolution vidéo est assez incroyable. Pour, je dirais des jeunes créatifs aussi parce que comme on l'a dit, on peut faire, des très beaux portraits. On peut aussi, capter, très, très bien, les actions, qui se passent dans la rue et faire de la street photographie. Donc voilà, tout ce profil un petit peu qui sont des amateurs, plus plus et qui voudraient essayer de se professionnaliser. Je pense que c'est un super appareil. Bon, bah, finalement, le témoignage d'Aline, il ne fait que confirmer ce qu'on a commencé à dire, hein, depuis le début de cette émission. Cet EOS R8, il est très polyvalent. Photo de voyage, JC, on en a parlé ici du portrait, du reportage. On le verra un petit peu plus tard, aussi de la photo, d'action, que ça soit en sport ou en animalier. Alors, il sait tout faire. Si il sait tout faire, pardon, c'est en grande partie grâce à son capteur. Donc, c'est un capteur plein format, 24-36 mm CMOS de 24 millions de pixels, associé au processeur d'image Digic X. Le grand format, 24-36 mm, c'est vraiment la voie royale, le fantasme, le Graal pour de très nombreux passionnés de photographie et aussi des vidéastes. Jackie, explique-nous un peu, voilà, finalement, d'où ça vient cette histoire de 24-36 mm et finalement, pourquoi ce format-là s'impose comme un peu la référence ultime dans le monde de la photo? Alors d'abord, c'est historique, hein, ça vient de l'époque du film, hein. On était sur un film de 35 mm et à l'intérieur, on avait donc en photo, on avait donc une taille d'image de 24 par 36 mm. Et donc, très longtemps, le réflexe ou même les compacts, hein, utilisaient ce type de pellicule qui était la référence, qui était la plus démocratique, qu'on trouvait partout et qui permettait d'accéder donc à toutes les optiques EF. Et quand on est passé, donc à la fin de l'argentique, on a eu l'APS qui est arrivé, mais le numérique est très rapidement arrivé derrière et on a voulu reprendre. Tout grand photographe travaillait en reportage, je parle, hein, avec 24-36. Certains étaient en moyen format, mais c'est plutôt vraiment une niche pour du studio. Mais quand on fait du reportage, on travaille sur de la pellicule et sur 24-36. Donc, on a reproduit quelque part ce système en numérique.
Et c'est devenu la référence, le Graal de tout photographe de travailler sur un grand capteur. Hein. C'est quand même un capteur d'une très grande taille. Si on compare avec les capteurs des smartphones, c'est 10 fois plus grand. Donc, ça veut dire une sensibilité bien meilleure. Et surtout, derrière, c'est l'effet de bokeh, hein, du contrôle de la profondeur de champ qu'on a sur un grand capteur. C'est surtout des photosites plus grands aussi, vu la taille du capteur, et c'est ça qui fait la diff. Au final, tu as une qualité d'image qui est superlative, et c'est peut-être l'argument massu de ce boîtier. C'est clairement ça. Donc, la photographie, il ne faut pas oublier que c'est écrire avec la lumière. Donc, plus on peut capter de lumière, mieux c'est. Donc, si on a une grande surface de capteurs, ça veut dire des grands capteurs qui vont pouvoir capter plus de lumière et donc avoir une meilleure sensibilité et pouvoir faire des photos donc, dans des situations de lumière délicates le soir ou en intérieur sans bruit sur l'image. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour tous les photographes, une image bien propre. Et même entre le RP et le R8, il y a une différence de qualité d'image en ISO qui est assez incroyable. En fait, ça, c'est dû à quoi? C'est le processeur plutôt? Alors, c'est le processeur et le capteur. Hein. Ça, faut pas oublier non plus que Canon est une marque qui maîtrise donc la technologie des capteurs CMOS. D'ailleurs, on était les premiers, hein, pour rappel, à sortir un capteur CMOS. Là, j'ai plus tête, mais je crois que c'est en 2000 sur, à l'époque, c'était un D30, si j'ai bon souvenir, un 3 millions de pixels. Et parce qu'à l'époque, c'était plutôt CCD. Et puis après, ça s'est démocratisé. Donc, les capteurs ont évolué. Donc, on améliore à chaque fois la captation de la lumière, le rapport signal-bruit. Et ça, on l'associe toujours également au Digic, donc, qui est le processeur Canon, hein, Digital Imaging Core, pour ceux qui veulent savoir. Et on est sur la 10e génération. Et donc, vraiment, donc, quand on associe les deux, on va optimiser le rendement de du capteur, pardon, pour avoir un rapport signal-bruit le meilleur possible, quoi. Alors Jackie, moi j'ai une petite colle à te poser. On avait déjà posé la question, hein, de tes collègues chez Canon qui avaient un peu botté en touche. Ils ne savaient pas répondre à cette question-là. J'ai peur. En gamme EOS RF, vous avez des boîtiers 24-36 mm dont fait partie le R8 et des boîtiers aussi au format APS-C. Vous n'êtes pas le seul constructeur à vous positionner comme ça. Quand on utilise un capteur au format APS-C, il y a toujours un coefficient de conversion qu'il faut appliquer aux focales pour avoir la focale équivalente. Chez la majorité des constructeurs, ce coefficient est de 1,5, alors que chez vous, Canon, il est de 1,6. Pourquoi? C'est une bonne question. Alors ça, je ne l'ai pas préparé. Et la réponse, et je n'ai pas la réponse, je ne vais pas mentir. Et de deux. Il y a un certain Rock, elle, qui sera soulagé. D'accord. Il aurait pu me le dire avant, celui-là. Donc, je lui dirais... non, j'ai pas la réponse. Je pense que parce que l'APS, ça vient des pellicules APS qu'on avait sorties donc dans les années 92-93, si j'ai bon souvenir, qui était un format de pellicule plus petit que le format 24-36 classique. Après, je pense que c'est tout simplement de la fabrication. Ouais. Ça veut dire quand on a choisi après, puisque Canon maîtrise donc les capteurs, que ce soit les CMOS plein format ou les capteurs APS-C, et à partir du moment où on a choisi une ligne de fabrication avec une taille 1,6 de rapport, on la garde maintenant toujours. C'est une histoire de fabrication et de conception des capteurs. Comme on maîtrise, on reste dans ce gabarit-là et on ne change pas, parce qu'après, si on change de gabarit, ça veut dire que les focales des optiques vont être modifiées. Donc, à partir du moment où on a choisi donc une taille de capteur, on s'y tient et on s'y tiendra toujours. Et ça, c'est aussi l'un des avantages des capteurs au format 24-36, c'est qu'il n'y a plus ce fameux coefficient de conversion à appliquer. Et quand on utilise un 24 mm sur un EOS R8, on a vraiment l'angle de vision d'un 24 mm. Et ça, c'est quand même plutôt chouette pour les amateurs de paysages, entre autres. Complètement. Et sur le 24-36 également, c'est que non seulement donc, on a les optiques RF, on a les optiques EF, mais on a plein d'autres. À chaque fois, il y a des bagues qui permettent parfois d'adapter de vieilles optiques. Et c'est vraiment un choix qui est très important, hein, qui est infini presque sur de l'optique plein format. Donc, c'est ça qui est intéressant. On va du 14 mm, du 15 mm, jusqu'au 1200 chez nous, mais il y a tout un panel d'optiques qui adresse tous les types de photographies. Pour toi, JC, le 24-36 mm, c'est une évidence. Dans ton travail, tu fais pas mal de photos animalières. On pourrait penser quand même que la PSC, avec ce petit crop, c'est plutôt un avantage dans ce cas de figure-là. Avec le matos que j'ai, c'est vrai que
la PSC n'est pas forcément un besoin. Enfin, quand tu as R3 plus un... Enfin, moi, j'ai aussi une R5C qui est plus pour la vidéo, mais qui en photo fonctionne aussi bien. Quand tu as 45 millions de pixels avec un 402.8, tu peux aller cropper un petit peu, quoi. Dans l'image, ça pose pas trop de problèmes. Donc voilà, c'est vrai que moi, de mon côté, d'avoir un APS-C, c'est pas un vrai besoin. Et j'ai un doubleur x2 que je peux mettre sur le 400. Et donc là, j'aurai un 800 en 5.6. Bon, J.C. a raison, mais tout le monde n'a pas un 400 mm de 8. Hein. C'est ça. Faut pas oublier. C'est pour ça. Non, mais il existe un 800 mm f11, donc à diaph fixe, qui lui, par contre, est très tout à fait original. en adéquation avec le gabarit du R8 pour le coup. 600 que j'ai testé en plus. Qu'on avait testé ensemble. On avait même fait le lancement de produit au Kenya où j'avais testé donc, le 600 et le 800 en F11. Et la question de tout le monde, c'était oui, mais attends, F11, c'est nul, quoi. F11, t'as pas d'ouverture. Et en fait, alors c'est sûr que si tu shootes à F11 de nuit, c'est pas fait pour ça. Mais en pleine journée. Tu vas pas faire un safari nocturne avec ça. Voilà, ça c'est clair et net. Il y a personne qui va dire ça, mais de jour, honnêtement, j'ai fait plein de photos et l'avantage, c'est que plus la focale est longue, plus en fait, tu as une profondeur de champ qui est importante. Et en fait, visuellement, on avait vraiment l'impression que je shootais à F4 ou un truc comme ça, tu vois. C'était vraiment, ok, on ne voyait pas que c'était du 402.8, c'est sûr. Mais il y a certaines photos, franchement, on peut se poser des questions. Et la qualité est vraiment très bonne. Hein. Pour le rapport qualité-prix, c'était assez fou, quoi. Et pour aller encore plus loin, précisons qu'on peut même utiliser des convertisseurs avec ces deux focales-là. Donc on peut aller au-delà de 600 à 800 mm. Mais là, on perd encore du diaph. Mais en plein jour, on peut. Je pense qu'on perd un peu en qualité. Des longues focales. Hein, Jackie, je pense qu'on perd un peu en qualité. Quand tu mets un multiplicateur, tu perds toujours un petit peu, puisque la formule, elle est modifiée. Après, donc, on peut aller jusqu'à F22, effectivement. Hein, donc, quand on met le doubleur. Alors ça, c'est également quelque chose qui est réservé aux hybrides. Oui, parce que la F fonctionne toujours. Hein, la F fonctionne plus le cas sur un 5D. Sur les réflexes, sur les meilleurs réflexes qu'on avait donc sur la série EOS 5DX, typiquement, on allait jusqu'à F8 et encore, on réservait ça sur... Collimateur central. Là, sur un R6 Mark II ou sur le R8, on est sur une zone qui est quand même assez grande pour faire la mise au point. Bon, mais effectivement, là, quand même, il faut quand même beaucoup de lumière. Mais quelqu'un qui fait des oiseaux, on va dire, très farouches, qui veut se rapprocher des petits sujets, il pourra le faire. Donc, vraiment, le 600 et le 800, si je reviens là-dessus, c'est des optiques... Pareil, pour des passionnés qui n'ont pas forcément le budget pour investir sur un super télé en 2.8 et qui veulent profiter de la portée d'un 600, d'un 800 sur un R8 et ça va très bien fonctionner. Hein. Ok, bon, je reviens un petit peu sur le R8 et je synthétise un peu ce qu'on s'est dit autour de ce capteur au format 24-36. Donc voilà, c'est grand capteur, c'est la qualité d'image avant tout. Capteur plus grand égale pixel plus grand, de très bonnes performances en basse lumière, faible conditions lumineuses et surtout une dynamique de capture super pour, par exemple, pouvoir photographier des paysages contrastés. On a parlé beaucoup de photos jusqu'à présent. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de vidéo, hein, parce que ce R8, il a aussi des performances en vidéo qui sont loin d'être négligeables. Jackie, du coup, le R8, 4K 60p, mais à partir d'une captation en 6K. Voilà, c'est ça, c'est du 4K qu'on appelle suréchantillonné. Ça veut dire qu'on se sert de tous les pixels du capteur pour faire la meilleure qualité possible. Quand on fait du 4K sur un capteur qui a plus de pixels que le 4K, il y a plusieurs solutions techniques. Donc, il y a le recadrage, hein, le crop. Donc là, on prend que les 4K, donc on rogne l'image. Donc, c'est la solution la plus facile, mais la moins sympa, on va dire. Hein. Ensuite, il y a ce qu'on appelle du binning. Donc, on fusionne des pixels pour obtenir du 4K. Et la dernière solution, qui est le suréchantillonnage, qui est la solution la plus efficace. Hein. On va prendre plus de ressources, mais vraiment, on aura toute la matière du capteur. On fait un suréchantillonnage à partir du 6K. Et là, on a une qualité optimum. Est-ce que tu as un crop ? Non, tu n'as pas de crop. 50p. Ah oui, alors il n'y a pas de crop. Par contre, sur un 5D4, c'était violent à l'époque. Hein, pour ceux qui utilisaient encore les réflexes, c'était 1,70 fois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. 1,7, ça dépendait des capteurs, mais c'était un 7, un 55, un 6, ça dépendait. Non, là, il n'y a pas de crop. On peut en faire un, mais dans ce cas-là, on force l'appareil à le faire. Et là, c'est pour profiter d'une portée supérieure. D'accord ? Mais
par défaut, il n'y a pas de crop. C'est à vous d'aller choisir cette fonction pour, si vous manquez de portée, si vous faites un reportage vidéo en animalier justement et que vous voulez profiter un peu de la portée du crop, vous le faites. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment vous qui allez chercher cette fonction. Et t'as pas de limitation de durée d'enregistrement? Non, il n'y a pas de limitation Ça a sauté maintenant, les normes européennes. Ouais, on était bloqué à 29 minutes et 59 secondes. Donc maintenant, on s'affranchit de cette limite-là. C'était un cadre légal. Après, il faut avoir les cartes, il faut avoir la batterie aussi, hein, Ça, on va y revenir. Ouais. qui permettent de le faire. Donc, dans l'absolu, on peut aller jusqu'à 2 heures de captation. Mais pour moi, c'est pas vraiment le produit pour faire ça. Hein, d'accord, hein. C'est quand même assez compliqué de faire 2 heures de captation. Non, pour du streaming, ça peut être utile. Oui, à la rigueur, mais du streaming en 4K, je suis pas certain que ce soit nécessaire aussi. Hein. Mais en tout cas, cet EOS R8, il peut être utilisé comme une caméra de streaming, branchée à un ordinateur, être reconnu comme un peu comme si c'était une super webcam, quoi. Du coup, on se retrouve avec une qualité d'image au top photo pour faire ses live Twitch. Et ça, ça peut être très très cool. En vidéo aussi, il est capable de faire des super ralentis. Alors bon, c'est pas en 4K, hein, c'est en Full HD, mais il peut monter jusqu'à 180 images par seconde. JC, toi, tu as pu un peu le tester en vidéo, l'EOS R8. Finalement, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, moi, je l'ai rapidement testé en Islande. C'est vrai qu'on était plus parti pour la partie photo. Mais ensuite, j'ai fait un petit projet. C'était, là, en plus, c'est bien d'en parler parce que les gens qui veulent faire de la vidéo, on utilise aussi souvent des stabilisateurs. Et j'avais un projet avec DJI où j'ai utilisé le R8 dessus avec le dernier Ronin DJI, le tout petit léger. Et en fait, Ouais. c'est là où c'était vraiment génial, c'est que vu l'ergonomie du boîtier, et sa taille et son poids, j'ai pu largement l'adapter sur ce tout petit Ronin DJI. Et donc, en fait, là-dessus, en plus, on a pu le mettre en vertical. Donc là, c'était parfait. Et j'ai utilisé la 1080 en 100 images, 180 images par seconde. Et franchement, honnêtement, ça fait vraiment le taf. Moi, là, je filmais un projet de BMX. Donc, dans le sport extrême, c'est vraiment génial. Et là, pour les réseaux sociaux, donc c'était un projet vertical pour les réseaux. C'était juste parfait, quoi. Et facilement. Pardon, c'est une fonction activée dans les menus, la position verticale, où automatiquement tu bascules l'écran et il comprend que tu filmes en vertical? Non, non, en fait, là, c'était sur le stead. On pouvait maintenant mettre le boîtier en vertical sur le stead. Et donc, je filmais en vertical. J'avais l'écran rotatif, donc c'était parfait. Je pouvais le mettre vers le haut, regarder ce que j'étais en train de filmer. L'autofocus, il suivait à merveille aussi le rider. Et franchement, j'ai loupé aucun plan. Et j'ai même filmé avec le stead dessus. J'ai mis mon 24-105 mm, donc RF, qui est un peu plus lourd. Et même à distance au stead, j'arrivais à suivre parfaitement le rider. Et franchement, voilà, là c'est là où le rapport, le combo poids, taille, il est vraiment génial parce que tu peux l'utiliser de partout. Et comme je disais tout à l'heure, ça peut être un super second boîtier pour des professionnels aussi. Donc, même, tu vois, pour des amateurs, ok, ça va être ton boîtier principal, mais même pour tout le monde, en fait, même pour un professionnel qui a un plus gros boîtier. Par exemple, moi, je voudrais avoir mon R3 avec mon 70-200 autour du cou où je filme à la main. Et sur mon Steadicam, j'aurai mon R8, par exemple, filmer du 4K 60 ou du gros ralenti. Donc, c'est un combo parfait pour tout le monde, je pense. Bon. Alors, on va continuer un peu dans l'usage et on va s'intéresser à l'autofocus de l'appareil. Parce que s'il y a bien un aspect où l'EOS R8 n'a pas à rougir face à ses grands frères, c'est bien au niveau de l'autofocus. C'est très simple. Le R8, il intègre le même système AF que l'EOS R6 Mark II, qui lui a un système AF extrêmement proche de l'EOS R3, le boîtier professionnel de Canon. Nous avons appelé la journaliste spécialisée Pascale Brites, qui a signé le test complet de l'appareil pour le magazine Réponse Photo, actuellement au kiosque. Elle nous parle des performances autofocus de l'appareil. On écoute. Ce qui est intéressant, c'est de voir le fait qu'on déploie des technologies même sur des produits plus entrée de gamme et qu'effectivement, en termes de reconnaissance autofocus, de performance autofocus, il a l'étoffe d'un grand. Et c'est un peu aussi une grosse qualité de toute cette gamme qu'on va trouver chez Canon. Donc on va pas dire qu'il est d'entrée de gamme, 1 800 €, ça reste un budget, mais par rapport à d'autres, c'est accessible et on n'a pas un autofocus qui va être moins sensible ou qui va avoir moins de performance. Et la grande force, c'est vraiment aujourd'hui tous les algorithmes qu'on va développer pour faire de l'analyse d'image, et il reconnaît tous les mêmes types de véhicules, animaux, œils, etc. Même quand le sujet est tout petit dans l'image, avec une même sensibilité. Et c'est aussi une des grandes forces, c'est que même en basse lumière,
il y a une efficacité en fait dans l'obtention du point et un très bon suivi du sujet. Et ça, effectivement, il n'y a pas besoin de mettre 6 000 € parce qu'on parle du R6 Mark II, mais il y a aussi l'EOS R3 qui est au-dessus. Et c'est intéressant de voir que c'est pas sur ce point-là que va se faire la différence entre les boîtiers. En fait, ce qui va faire une différence de gamme par rapport à un R6, un R3 aussi, c'est dans l'ergonomie et c'est un boîtier qui a pas de joystick à l'arrière. Ça, c'est un truc hyper utile pour déplacer le collimateur autofocus, trouver rapidement son point. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a donc l'écran tactile qui peut se transformer en joystick tactile quand on a l'œil au viseur. Et moi, je me suis rendu compte que je m'en étais servi énormément et que je le trouvais même parfois plus agréable que le joystick parce que tu peux laisser ton boîtier en mode reconnaissance automatique de sujet et avec ton pouce, tu viens prendre la main sur les automatismes pour dire où tu veux faire le point en le déplaçant et en venant accrocher un autre sujet et en le suivant. Et donc, en fait, en termes d'ergonomie, je lui ai même trouvé au final des avantages sur ce qui me semblait être un défaut à la base. Alors voilà, les limites, elles vont se faire sur d'autres points et c'est pas dans la qualité de l'autofocus et donc dans l'obtention du point, ça va être plus dans l'endurance du boîtier où là, on va avoir une rafale qui va tenir sur un petit peu moins de vues. On a aussi une batterie qui tient moins, donc quand on fait beaucoup de photos en rafale, beaucoup, etc., bon, en fait, on n'a plus de batterie dans le boîtier, on peut plus faire d'images. Et ça, c'est ce qui va faire les grosses différences de gamme. Mais en termes de rapidité d'obtention du point, d'efficacité du point et de capacité à produire des images nettes, oui, en fait, on est capable. Mais on sait tous, quand on fait de la photo de sport, que c'est pas juste la capacité à obtenir image nette, c'est la capacité à tenir tout le match, toute la manifestation sportive, etc. Et là, ça va être un petit peu ses limites à ce boîtier-là. C'est pour ça que c'est pas un boîtier qui peut contenter des pros du sport. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un amateur un peu exigeant, qui aime bien s'intéresser à plein de disciplines, il sera pas frustré avec cet appareil-là. Bon, évidemment, on remercie Pascal pour cette analyse extrêmement fine. Jackie, dans le système autofocus du R8, il y a de l'intelligence artificielle. Vous avez mis un genre de chat GPT dans le boîtier ou comment ça se passe du coup l'IA dans les EOS R8 ou dans les EOS d'une manière générale? Alors non, c'est pas du chat GPT chez nous encore. Nous, c'est ce qu'on appelle de l'IA à partir du deep learning. Donc ça veut dire qu'on a mis notre appareil en situation sur des sujets. Quand on a développé le boîtier, donc on lui a mis par exemple des visages et il va apprendre à les reconnaître à travers toute une série d'algorithmes, de formes géométriques et de schémas qu'il va reproduire. Et quand il va les retrouver dans la réalité, il va les reproduire. Il va dire « Ah, ça, je suis sur un visage et je vais le suivre sur toute la surface de l'image, par exemple. » Mais il ne va pas apprendre, parce qu'il y a différentes IA, on va dire. Il n'apprend pas quand vous travaillez avec lui. Il ne va pas progresser en même temps que vous. Vous progressez dans la technique photographique ou vidéo, mais l'appareil, lui, ne progresse plus. Il peut progresser, mais par contre, ce sera à travers une mise à jour de firmware où typiquement, on l'a fait sur le R5. Quand on a lancé le R5 et le R6, donc on a fait, là, c'était les premiers produits qui intégraient de l'IA et donc du deep learning. On avait donc la reconnaissance faciale très efficace. Mais 2020, c'est aussi l'année du Covid. Et dans le deep learning, on avait mis des visages, on va dire classiques, mais pas des visages. Il n'y avait pas les masques. Il n'y avait pas les masques. Donc, quand on a sorti le R3, donc lui, on lui a mis des masques pour qu'il puisse, les reconnaître également. Et donc, apprendre une nouvelle forme de visage avec un masque. Et ça, après, donc, on l'a déployé sur le R5 et le R6 à travers une mise à jour firmware. Mais ça, c'est directement intégré sur le R8. Et tout ça, c'est valable en photo comme en vidéo? Oui. Ces détections que ce soit des visages ou des véhicules, d'ailleurs. Alors, sur le R8, on profite des dernières avancées. Donc, on détecte les visages. Et quand il n'y a pas de visage, donc l'appareil va basculer sur la tête. S'il n'y a pas la tête, il bascule sur le corps et ainsi de suite. À chaque fois, il essaye d'être le plus pertinent possible. Donc, à la fin, en premier, c'est l'œil, si l'œil est sélectionné, ensuite le visage, ensuite la tête, ensuite le corps. Ça, typiquement, par exemple, quand on fait du sport et de la gym, l'appareil, il va pouvoir basculer de l'œil du gymnaste, après à sa tête, après à son corps en fonction de son mouvement. Et à chaque fois, il va pouvoir faire suivre la mise au point. Donc, c'est très important. Là, en termes de suivi de mise au point, Pascal dit aussi quelque chose de très pertinent par rapport à l'absence du joystick, qu'on peut effectivement compenser en utilisant la dalle tactile, mais on aurait pu aussi imaginer la détection de l'œil, qui est si efficace sur le R3. D'ailleurs, je pose aussi la question en même temps à JC.
Alors, mais il faut bien avoir une différence quand même entre un R8 et un R3. Hein. Si on met toute la technologie du R3, on va plus acheter de R8. Hein. La technologie, je dis pas qu'un jour on l'aura pas sur du grand public, mais le pilotage AF par l'œil, c'est vraiment quelque chose qui est pour l'instant réservé au R3, qui est très efficace. Après également, il faut faire attention, c'est une visée. Donc c'est efficace et c'est ludique. C'est ludique, efficace, très intuitif, ergonomique. Enfin, c'est vraiment le prolongement cette fois-ci de son œil. Mais la visée est beaucoup plus grande. Donc là, on a un produit plus compact. Si on met un grand viseur de R3, ça va faire un produit un peu bizarre. JC, toi qui fais beaucoup de photos de sport et de photos animalières, tu as vécu la transition réflexe hybride et donc tu as vu arriver ces technologies de détection, de reconnaissance et de suivi au niveau de l'autofocus. Ça t'a changé la vie, toi, sur ta manière de travailler ou pas? Clairement. Par exemple, les oiseaux, j'en faisais très rarement. Et là, d'un coup, ça n'a plus rien à voir. La facilité, le nombre d'images que tu évites, que tu rates plus, ça c'est impressionnant. Et non, là, l'évolution, elle a tout changé. Et que ce soit en photo ou en vidéo, hein, honnêtement, d'un coup, c'est incroyable le nombre d'images que tu peux faire sans les rater ou devoir refaire des choses. Bon, c'est un outil absolument incroyable. Et je pensais juste à un truc au niveau, peut-être une question à Jackie, mais hier j'étais avec Sébastien Deveau, que tu dois bien connaître. Oui. Sébastien, on qui est l'aime bien, venu, hein. il est déjà venu à ces micros. Et on avait une question, Sébastien, oui. et on s'est dit, donc au niveau de l'autofocus, sur la détection des animaux, des yeux, des humains, des chats, etc. Et est-ce qu'il y a un jour la détection des mains, par exemple? Parce que on se posait la question et je trouvais que c'était ultra intéressant d'ajouter peut-être un jour la détection des mains sur certains plans, parce que les mains sont souvent en avant par rapport au corps, et donc la profondeur de champ, si tu fais la netteté sur le corps, elle n'est pas sur la main des fois. Et donc, si tu veux prendre juste des mains et lui me donner l'exemple d'un guitariste, par exemple, ça va peut-être faire la netteté sur son corps, mais pas sur les mains, alors que c'est là que c'est intéressant. Tu vois? Est-ce qu'on tient pas un truc? Alors, c'est une bonne question. Hein, c'est très pertinent, ça. Typiquement, maintenant, sur nos produits, que ce soit le R8 ou le R6 Mark II ou le R3, quand on laisse l'appareil avoir la main, il va chercher directement l'œil ou le visage. Donc, effectivement, si par exemple, tu fais donc un guitariste, mais les mariés, par exemple, quand tu fais la remise des alliances, tu auras la mise au point directement sur le visage de la mariée et toi, tu le veux sur la bague. Donc, dans ce cas-là, par contre, on peut utiliser des raccourcis et on peut bloquer la mise au point. Ça, c'est une fonction que je t'apprendrai, JC. Mais tu affectes une fonction, par exemple, à la touche étoile. Et tu vas bloquer la mise au point, tu vas interdire à l'appareil photo de faire de la reconnaissance faciale. Comme on le fait sur l'exposition, en fait. Voilà. Tu lui dis maintenant, plus de suivi, tu fais un suivi, mais uniquement sur ce que je te pointe et tu ne reconnais pas le visage ni le corps. Tu restes sur la zone que j'ai choisie moi et je ne veux pas que tu en changes. Et ça peut se débrayer parce qu'effectivement, c'est une technique et les photographes, parce que la F est très, très performante sur nos produits, mais de temps en temps, tu veux avoir la main. Donc, dans ce cas-là, il faut que tu puisses reprendre la main. Et dans ce cas-là, tu personnalises et tu fais un raccourci sur une touche et tu le fais. Et ça, c'est la même chose. Alors, très longtemps également, là, maintenant, je bascule sur la vidéo. L'autofocus en vidéo, c'est pas forcément la norme encore. Mais on progresse dans cette catégorie-là aussi. Typiquement, quand on fait du suivi AF sur un personnage, la personne sort du champ. Tu veux pas que la mise au point, elle continue. Sinon, il va aller chercher l'arrière-plan et tu vas avoir ce qu'on appelle un effet de pompage et ce sera pas du tout agréable à l'image. Donc maintenant, quand tu es en vidéo, par contre, uniquement, tu lui dis, je fais du suivi uniquement s'il y a un sujet dans le champ. Donc la personne passe dans le champ, tu la suis et quand elle sort du champ, la mise au point s'arrête. Et là, tu as une séquence qui est propre, sans retouche, sans coupe. Bon. Quand on parle photo d'action, il y a aussi un paramètre évidemment qui est très important, c'est celui de la rafale. Pascal en a parlé dans son témoignage. Bon, alors là, si on m'avait dit un jour que un boîtier taillé comme l'EOS R8 serait capable de monter à 40 images par seconde, je vous avouerai que je ne l'aurais pas vraiment cru. 40 images par seconde en rafale, c'est de la vidéo, c'est pas de la photo. Alors, c'est même plus que de la vidéo. En général, par défaut, la vidéo, c'est du 25 images par seconde.
Donc là, on est à 40. Après, c'est réservé à un usage spécifique. C'est quand on fait du sport sur une action où on veut décomposer le mouvement et aller chercher la photo que l'on cherche, une photo vraiment d'un instant donné. Donc on en fait plein. Et on va chercher la photo. Typiquement, quand on fait du sport, on ne fait pas du coup par coup. J'en discutais avec Franck Seguin, qui est un photographe de sport à l'équipe, d'ailleurs le rédacteur en chef. Non, il fait une rafale et après, on va choisir la photo où on a l'action, le sportif on va dire, dans son action. Oui, mais tu peux pas tout photographier à 40 images secondes parce que là, on est avec l'obturateur électronique. Et ça peut engendrer des déformations. Si par exemple on suit un cheval de course au galop avec un mouvement panoramique, il y a un petit risque de rolling shutter là, non? Alors, sur le R8, comme sur le R6 Mark II, effectivement, on est sur un capteur CMOS classique, mais qui a quand même très peu de rolling shutter. Donc, il y a un peu de distorsion, effectivement. Donc, ça peut arriver sur des sujets ultra rapides. Sur du cheval, par exemple, ça ne se verra pas pour moi. Mais par contre, sur des choses très rapides. Donc, alors, je vais plus loin si c'est du polo en cheval. Oui, alors là, ça peut le faire. Le mix entre le cheval et le golf. Voilà. Donc, même la si canne, elle peut apparaître un peu déformée. Elle peut déformer. Donc, dans ce cas-là, ou sur des hélices d'un ventilateur, d'un hélicoptère, des choses comme ça, là, on a une déformation qui peut apparaître. Mais ça reste limité et le capteur du R6 Mark II est quand même très bien né à ce niveau-là. Seul le R3, qui lui est rétro-éclairé et empilé, s'affranchit de ce défaut-là. Et dans ce cas-là, il faut basculer effectivement en mécanique et donc on n'a plus de distorsion. Et pour toi, JC, qui fait du safari, entre autres, ça a une utilité, 40 images secondes, c'est pas trop? Alors, je pense pour les oiseaux, parce que là, c'est là où ça bat de l'aile, et honnêtement, pour avoir le mouvement parfait. Wow, le jeu de mots! Et ouais. Oh là là! Et ouais, attendez. T'as le mode pré-rafale RAW aussi, d'ailleurs, pour les oiseaux, qui permet d'anticiper l'envol. Ouais, tout à fait aussi. Non, tout à fait. Mais non, voilà, pour les oiseaux, je pense que c'est ultra utile. Après, pour les autres, pas du tout. Moi, je suis un peu sadomaso dans ma tête. J'aime bien ne pas l'utiliser. C'est-à-dire que même dans le sport extrême, j'adore utiliser juste le one shot et essayer de choper le moment. Et en fait, je suis plus satisfait d'avoir réussi à choper le moment comme ça que si je l'avais utilisé en rafale, où je me dis, bah, il n'y a aucune raison de le louper, quoi. Donc, moi, c'est un peu particulier, mais je suis un peu sadomaso là-dessus. T'es pas le seul, à mon avis, dans ce cas de figure. J'adore utiliser. C'est comme avec les drones, j'aime pas les trucs automatiques, tu vois. J'aime bien faire les mouvements moi-même, quoi. Et là, c'est pareil. J'aime bien me dire, ah, j'ai réussi la photo. Parce que la rafale à 40 images secondes, tu peux pas la louper, quoi. C'est impossible. Mais non, en tout cas, ça fonctionne super bien. Jackie, maintenant, on va aborder les sujets qui fâchent, parce que s'il y a bien une chose qui manque à cette EOS R8, bah, c'est la stabilisation capteur. Pourquoi n'est-elle pas présente sur cet appareil? Alors là, il faut faire quand même. On est sur un produit qui a moins de 2000 €, donc et on veut on a voulu contraindre le prix, donc il a fallu faire des choix technologiques et on a décidé de retirer l'IBIS qu'il y avait sur le R6 Mark II. L'IBIS, c'est un berceau qui va supporter le capteur et donc on a voulu réduire les coûts et on s'est affranchi de cet IBIS. Après, il ne faut pas oublier non plus que chez nous, nos optiques, elles sont quasiment toutes stabilisées. Et pendant très longtemps, d'ailleurs, il n'y avait pas d'IBIS sur les réflexes. Ou alors, est-ce que c'était aussi pour maintenir un certain niveau de compacité? Parce que bon, l'IBIS, ça reste maintenant plutôt petit, mais ça fait quand même augmenter le poids. Toujours, puisque comme je te le dis, c'est un berceau qui soutient le capteur, donc c'est forcément une épaisseur en plus et un peu plus d'encombrement. Et donc, ça, plus le coût, et plus le fait qu'on a quand même des optiques RFS qui sont RF qui sont majoritairement toutes stabilisées, on a décidé de le retirer. Ok. Et au niveau de la batterie, maintenant, parce que Pascal l'a mentionné finalement dans son témoignage, c'est vrai que vous avez intégré une batterie de petite capacité dans cette EOS R8. Alors j'imagine là encore que c'est pour une histoire de poids et d'encombrement, mais ça peut être peut-être un peu frustrant quand même, non? C'est la LPE 17, mentionnons-la, qui est aussi qui officie dans le RP, alors que c'est vrai que sur les autres, on trouve plutôt la LPE 6, et traditionnellement, même à l'époque des réflexes, un 7D et un 6D ou un 5D avaient partagé la même LPE 6. Ouais, c'est ça, Benjamin. Donc actuellement, on a deux types de batteries sur nos EOS R. Donc LPE 6 NH qui est sur R5, R6, R6 Mark II, et sur nos produits et le R7, pardon, et sur nos produits grand public, donc
R50, R10 et donc ce R8, on a décidé d'avoir la LPE17 qui est une batterie beaucoup plus petite également. Hein, donc elle est vraiment au niveau de l'encombrement. Une autonomie de 220 vues à peu près, qui est annoncée aux normes SIPA. Alors il y a plusieurs. Alors les normes SIPA c'est 220. Tu peux l'avoir à 370 également si tu fais que de la photo. Après, les normes SIPA, elles sont très très dures. Hein. Dans la réalité, c'est souvent beaucoup plus. SIPA, quand on fait une photo, systématiquement, il analyse 2 secondes à l'image. Donc, on consomme beaucoup d'énergie en visualisation. Quand on fait de la rafale, on peut largement dépasser cette cadence-là. Et donc, on peut aller jusqu'à plus de 500 vues. Mais on va dire, par rapport, si on veut vraiment avoir une idée, c'est 30% plus faible que l'autonomie d'un R6 Mark II. Toi qui l'as utilisé en Islande, qui est une destination où il peut faire un petit peu froid, JC, comment tu as géré la batterie? Alors, on est parti 9 jours exactement. Je l'ai utilisé un petit peu tous les jours. Alors, je n'étais pas parti que pour ça, donc on faisait un workshop, mais j'ai utilisé un petit peu tous les jours. J'ai jamais rechargé. Pas une seule fois. Et j'ai fait des photos tous les jours avec. Donc, j'ai dû faire vraiment une trentaine de photos par jour, et pourtant il faisait très très froid. À un moment, on était sur un glacier, il faisait, je sais pas, moins 16, moins 20, un truc comme ça. Et je l'ai pas rechargé une seule fois dans tout le voyage. Après, voilà, c'était pas mon boîtier que j'utilisais à plein temps, mais honnêtement, ça fonctionnait super bien. Et après, je me dis que quand on achète ce genre de boîtier, il faut être conscient qu'on part pas avec une seule batterie, et même tous les autres boîtiers, même un R3. C'est ça, tu vas conseiller d'en acheter une seconde quand même. Bah oui, le R3, la batterie, elle est énorme, elle dure très longtemps, mais moi, j'ai 5 batteries avec moi quand même, tu vois. Donc là, ok, en fait, là, ça peut être peut-être quelque chose de négatif, mais tu arrives à contrer ça rapidement. Il suffit que tu aies une deuxième ou une troisième batterie avec toi, c'est fini. C'est juste qu'il faut le savoir, c'est pas tellement que c'est négatif, ça s'anticipe, c'est ça. tout comme la compatibilité avec un chargeur nomade éventuellement, parce que par contre, le bon point aussi, c'est que vous fournissez toujours un chargeur secteur qui devient de plus en plus rare, qui permet du coup de pas monopoliser l'appareil et de recharger une seconde batterie pendant qu'on l'utilise. Ouais. Alors complètement. Alors après LPE17, c'est une batterie également pour du grand public. Hein. Un professionnel, lui, il va s'orienter sur un R6 Mark II et il va faire attention à l'autonomie. C'est important pour lui. Effectivement, donc, on propose toujours chez Canon le chargeur intégré, enfin le chargeur en extérieur. Donc, on peut brancher donc une batterie sur ce chargeur et l'utiliser en parallèle. On a l'USB-C qui permet de charger également la batterie à travers donc, la prise et d'alimenter également le produit si on fait du streaming ou si on fait un usage studio. Ok. Alors du coup, pour terminer, maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu des fonctions connectées et de partage de l'EOS R8. Alors, on trouve à l'intérieur le Wi-Fi, le Bluetooth. Il est compatible avec un certain nombre d'applications et de logiciels Canon. Alors, il y en a plusieurs. Image.canon, donc ça, c'est le cloud que vous proposez. Caméra Connect, Digital Photo Professional Express. Bon, moi, au fil des années, j'ai quand même un peu perdu le fil de tout ça. Tu peux nous éclairer sur quoi sert à quoi et comment ça fonctionne? Alors maintenant, c'est important sur tous nos produits, hein, que ce soit donc des hybrides professionnels ou grand public, d'avoir de la connectivité. Donc, on propose le Bluetooth et le Wi-Fi. Donc, la différence entre les deux, le Bluetooth, il va servir à appairer l'EOS R8 à votre smartphone ou à une tablette. Okay. Et après, quand on est appairé, donc quand on est connecté, ils vont basculer en Wi-Fi. On va faire du transfert d'images si on veut importer les images sur le smartphone ou sur une tablette. Okay. Ça marche avec des RAW aussi, par exemple? Ça marche avec des RAW également maintenant. Et on va pouvoir, donc ça c'est la première fonction de Camera Connect, donc importer les images après la prise de vue, mais également on peut faire de la prise de vue à distance. Donc on prend la main sur l'appareil photo, on a un retour vidéo, donc on a un écran qui apparaît sur votre smartphone et on pilote l'appareil photo. On peut choisir la mise au point avec le doigt sur le smartphone et vous faites la mise au point et la photo sur l'appareil photo. Et après, vous allez l'importer. Et ça, cette fonctionnalité-là, elle est réservée à Camera Connect, qui quand même reste l'application numéro 1. Elle est gratuite, ça c'est important. Elle a été mise à jour il n'y a pas longtemps. Elle a été mise à jour d'ailleurs. Et on a changé l'interface graphique pour que ce soit plus simple et plus ergonomique, plus accessible. Et elle est maintenant très très simple. Donc on appuie sur un petit appareil photo et tous les appareils photo apparaissent. Donc le R8 va apparaître. Vous le sélectionnez, il y a un QR code qui apparaît également et qui permet de se brancher. Donc, c'est très simplifié. Et après, vous avez donc soit l'importation qui est possible, soit le déclenchement à distance et un rappel également des applications tierces
comme image.canon, qui est un cloud, pardon. L'accent, il est là. On est en France, tout va bien. C'est un cloud, c'est un nuage. Un clown, c'est moi, ça. Donc, un cloud qui permet, donc ça, c'est intéressant. Pendant 30 jours, il n'y a pas de limite d'espace mémoire. Donc, vous pouvez télécharger les images sur ce cloud et après les partager sur d'autres clouds, Google Photos, la suite Adobe, des choses comme ça. Ou alors d'importer les images en local chez vous sur un PC ou un Mac. Et après, donc, vous n'avez pas de problème de carte quand vous êtes en déplacement. Et est-ce qu'on peut gérer les mises à jour de firmware via l'application Camera Connect Complètement. Et en plus, quand vous avez utilisé par exemple le R8 sur l'application, il va l'avoir reconnu. Et comme il est relié donc au web, il va vous dire « Ah, tiens, j'ai une mise à jour qui vient d'être disponible. Est-ce que vous voulez la télécharger ?» Donc là, on l'importe. L'appareil photo, donc le smartphone importe le firmware, il le transfère et après, faites la mise à jour. Ah, c'est mieux que de le mettre sur la carte mémoire précédemment formatée, etc. etc. Les temps changent, Benjamin. Ah ouais, c'est bien. beaucoup plus simple. Et surtout, c'est l'alerte. C'est une petite alerte. Vous avez un petit message quand vous ouvrez l'application. Ah, mise à jour firmware pour le R8. Est-ce que tu veux télécharger? JC, toi, comment tu fais finalement pour uploader du contenu de qualité, que ce soit de la photo ou de la vidéo, facilement sur les réseaux sociaux? C'est quoi ton process de prod à ce niveau-là? Alors déjà, moi, c'est vrai que je vais pas utiliser le Wi-Fi pour envoyer mes RAW sur l'ordinateur, très honnêtement. Selon les voyages, c'est 1000, 4000 photos, tous les fichiers vidéo aussi. Donc là, c'est vraiment lecteur de carte directement dans le SSD. Voilà, sinon je pense qu'on peut y passer du temps. Et après, je vais retoucher mes photos. Et après, ça va dépendre. Avant, j'étais pas mal sur Mac, donc j'allais utiliser AirDrop, qui fonctionne super bien. Et maintenant, je suis aussi sur PC. Et là, c'est un petit peu plus compliqué, mais je vais me les envoyer par mail ou alors je vais les mettre sur un Google Drive et je vais les récupérer comme ça, mes photos. Et là, par exemple, j'ai plein de reels qui sont prêts, que j'ai montés sur Premiere, qui sont sur un Google Drive. Et après, je vais dans mon Google Drive. C'est quoi un reel JC pour... Pardon, c'est quoi un reel JC pour Boomer les ignorants? Un reel, c'est auditeurs. Aujourd'hui sur Instagram, vous avez le format les photos. Et vous avez le format vidéo qui est aujourd'hui un format unique. Donc les Reels, c'est le format vidéo en vertical. Voilà, qu'on utilise jusqu'à 1 minute 30, je crois. Et donc ça, c'est des petits montages vidéo qu'on peut monter à l'avance sur notre logiciel de montage, que je vais uploader dans des dossiers différents selon les projets sur Google Drive. Et après, je vais dedans et je télécharge ce dont j'ai besoin et j'upload après sur Instagram sans perte de qualité. Bon, voilà pour ce beau et complet tour d'horizon de ce nouveau boîtier Canon EOS R8. Merci Jackie, merci JC. On va clore notre discussion sur ces mots et on passe à la suite en attaquant le débrief. Nous sommes toujours avec Jackie Carré de Canon France et avec le photographe et réalisateur JC Pierry pour parler du nouveau boîtier Canon EOS R8. Messieurs, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi, JC. Si tu devais nous résumer en quelques phrases ton expérience avec l'EOS R8, tu dirais quoi? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que déjà, en fait, le côté plein format, et je pense que Jackie dira pas le contraire, c'est la partie la plus importante sur ce boîtier parce que on rentre vraiment dans un boîtier qui peut, à mon sens, être aussi un boîtier professionnel. Réellement, ça dépend un peu comment on va l'utiliser derrière. Mais entre le plein format, pour moi, la vidéo, la 4K 60 et même la rafale, 40 images par seconde, selon ce qu'on veut faire, si on fait du sport extrême ou de l'animalier comme je fais aussi, c'est un combo vraiment parfait. Et donc, c'est le boîtier idéal pour les gens qui veulent vraiment se lancer pour aller un peu plus loin et rentrer dans le monde professionnel, et voire même un boîtier professionnel pour ceux qui le sont déjà, que ce soit même peut-être en boîtier principal, selon leurs moyens, j'ai envie de dire, mais s'ils ont un bon niveau, soit même en second boîtier. Jackie, il se positionne où dans la gamme ce boîtier? Il s'adresse à qui? Alors, pour moi, c'est pour les passionnés d'image qui veulent passer au plein format. Donc, c'est les gens qui sont en réflexe encore actuellement et qui veulent franchir le pas et aller dans le monde du plein format. Et avec le R8, ils vont être ravis. Ils auront un produit de dernière génération avec, qui a les qualités d'un produit professionnel, hein, donc un capteur 24 millions de pixels issu du R6 Mark II et avec un gabarit plus petit et une ergonomie très intuitive.
Et pour résumer, il prend la place du R, il se situe entre les RP et R6 Mark II. Voilà, c'est ça. Alors le R, c'était un peu différent, c'était le pionnier, il était tout seul quand il est arrivé, hein, il faisait 30 millions de pixels, mais effectivement, il est un petit peu dans ce gabarit-là, mais il apporte des nouveautés, hein, surtout au niveau de la mise au point, de la cadence et tout ça. JC, pourquoi c'est cool finalement d'avoir un appareil avec un capteur au format 24-36 mm en photo et en vidéo? Parce que pleinement, on va utiliser nos optiques. Et donc, je pense que c'est intéressant quand tu as un 24 mm et que tu utilises vraiment un 24 mm et que tu dois pas faire le calcul, te dire, mince, il faut que je multiplie par 1,6, qui est pas forcément facile à faire. Voilà, moi, je trouve que ça, c'est génial. Et en fait, je fais la comparaison parce que pendant des années, j'ai utilisé un DX Mark II, qui a un boîtier quand même super gros, mais j'adore l'ergonomie de ce boîtier-là. Mais je me dis qu'en fait, aujourd'hui, ce boîtier, le R8, tout ce qu'il propose est en fait bien meilleur qu'un DX Mark II que j'ai utilisé pendant des années, avec lequel j'ai fait plein de choses. Alors, il y a peut-être des choses qui sont différentes quand même sur les boîtiers. C'est vrai, la tropicalisation, par exemple, du boîtier, c'est peut-être pas la même, etc. Mais juste la vidéo aussi, on voit la rafale, enfin plein de choses. Aujourd'hui, on est avec un boîtier qui est quand même un entrée de gamme professionnel, qui pour moi aurait rivalisé il y a des années avec ce ADX qui était le Graal chez Canon, tu vois. Et je me dis qu'aujourd'hui, des gens qui veulent vraiment se lancer dans ce monde de la photo, de la vidéo avec un boîtier pareil, honnêtement, tu peux tout faire. Honnêtement, et je pense que voilà, le rapport qualité-prix, il est vraiment génial et les gens ne seront pas bridés avec ça. Oui, puis pour faire écho à ce que tu dis là, JC, quelque chose qu'on n'a pas dit pendant l'émission, mais en 24-36, désormais en hybride, la couverture autofocus est efficace, est effective sur l'ensemble de la surface du capteur. Et ça, à l'époque, c'était un vrai frein pour les pros en 24-36. Ouais, c'est 100% maintenant, ça n'a rien à voir, hein. C'est vraiment une différence fondamentale entre un réflexe où on était sur des collimateurs, donc des petites zones qu'on choisissait à la main. Et là, on est sur l'intégralité du capteur. C'est sur des milliers de surfaces, hein, puisque chaque pixel peut faire la mise au point. Et là, par contre, comment tu expliques l'absence de stabilisation en quelques mots? T'es sûr de poser la question? Non, tout simplement, là, on a voulu réduire les coûts sur le R8. Hein, donc, c'était une charge au niveau des coûts. Et également, réduire l'encombrement. C'est un produit qui est très compact, très léger, hein, qui fait 414 grammes. Donc, on a voulu vraiment privilégier un produit simple, léger, compact et à moins de 2000 €. Bon, tu as un peu anticipé ma dernière question. EOS R8, Jackie, donne-nous 8 raisons de craquer pour un EOS R8. Ah, alors, 8 raisons. Écoute, je les compte, hein. Heureusement que vous ne l'avez pas appelé EOS R20. Il y a le R50. On aurait pu faire une émission sur le R50. Ouais. Imagine, non, on va rester sur 8, c'est déjà pas mal. Donc, d'abord, l'hybride. Donc, déjà, c'est quand même un changement radical par rapport au réflexe. Ou non. Après, le plein format. Donc, ça, c'est important d'avoir, accès donc, à un grand capteur. Ensuite, les optiques RF. Ça, c'est également hyper important. Maintenant, elles apportent un vrai plus au niveau de la qualité, de la vitesse, des choses comme ça. La qualité de la mise au point. Donc ça, c'est également l'AF sur le R8. C'est l'AF qu'on a sur un R6 Mark II. Important. Donc, la sensibilité. On monte à 100 000 ISO en natif et on peut étendre à 200 000 ISO. Un produit qui est léger, très très léger, d'accord? Une cadence de prise de vue, on est à 40 images par seconde. Et pour terminer, il ne faut pas l'oublier, la vidéo, c'est du 4K 60p, donc la 4K qu'on a sur un R6 Mark II. Parfait. Et pour terminer avec toi, JC, si on vient de craquer pour l'EOS R8, mais que malheureusement, on n'y connaît absolument rien en photo et en vidéo, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas. Je peux vous aider à vous former si vous voulez. Non, mais voilà, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est depuis 2019, c'est aussi une grande partie de mon travail de former les gens aujourd'hui, à la fois en photo et en vidéo, et surtout pour les débutants, même pour des gens qui n'ont jamais touché un appareil photo de leur vie. Donc, on va les aider. Déjà, j'ai toute une formation gratuite pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens, qui veulent apprendre les bases pour se lancer, apprendre aussi à savoir quel matériel utiliser, donc avec tout un guide de matos forcément Canon, du début avec les premiers boîtiers jusqu'à des boîtiers professionnels, avec toutes les optiques selon les situations. Donc ça, c'est très important. Et puis après, connaître les réglages de base, un petit peu le monde de l'image, savoir aussi comment se lancer, parce qu'il y a des gens qui veulent en faire c'est juste une passion, ils veulent s'amuser le week-end, faire des photos, et puis il y en a d'autres qui souhaitent aussi en faire leur métier un jour.
Donc, il y a aussi toute une partie comme ça qui te permet de pouvoir te lancer dans ce monde de l'image, connaître un peu le métier. Puis après, il y a la grande formation où là, on va toucher à tous les domaines, à la fois en photo, en vidéo, où j'ai décidé de voyager aux 4 coins du monde pour apprendre dans les meilleures conditions. Et donc là, après, voilà, aujourd'hui, c'est plus de 4000 élèves qui ont cette formation et qui nous partagent leur ressenti au quotidien. C'est incroyable, des gens qui sont en totale reconversion, qui changent de vie avec des messages vraiment incroyables chaque jour. Et donc, c'est une grande satisfaction de pouvoir proposer ça aujourd'hui. Bon, c'est parfait, on va conclure là-dessus. Merci, messieurs. Il est temps d'attaquer la dernière partie de cette émission avec le traditionnel quiz. Jackie, JC, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Non. Compris. Coupe son micro, elle. Allez, on y va. Une première question pour toi, Jackie, qui nous vient d'un dénommé Franck. Du coup, je choisis quoi ? Le R8 ou le R7 ? Alors, est-ce que tu veux faire du portrait ? Si c'est du portrait du voyage, c'est R8. Si c'est animalier sport, ce sera R7. C'est peut-être Franck Séguin qui pose la question. C'est possible, ouais. Oui, il aurait la réponse. Je nuance, on peut quand même faire du sport et de l'animalier avec un R8, excuse-moi. Oui, bien sûr, on peut faire les deux, mais si on a à choisir entre les deux, il y en a un qui est orienté sport et animalier, et l'autre plutôt reportage, paysage. Quand on fait de l'animalier, par exemple, la batterie du R7, elle est plus importante. Parfait. Deuxième question pour toi, JC, qui nous vient d'une dénommée Alice. Quel est le plus bel endroit sur la planète où tu es allé ? Je vais dire l'Antarctique, c'est assez dingue, mais j'adore vraiment le Kenya. Je pense que c'est mon gros coup de cœur. Tu es allé quand en Antarctique ? Antarctique, c'était fin 2021 et le Kenya, j'y retourne dans une semaine. Pour la 5e fois. Ouais, destination à conseiller pour tous ceux qui veulent s'adonner au safari photo. Hein. Incroyable. Oui, dans l'univers du froid et du chaud. C'est ça. Parfait, on continue. Troisième question pour toi, Jackie, qui nous vient d'un dénommé Bertrand. J'hésite encore à me séparer de mes réflexes pour passer à l'hybride. Je ne veux pas abandonner le plaisir de la visée optique. Alors, on a une visée avec simulation viseur optique sur le R8 qui permet d'augmenter la dynamique et de se rapprocher au plus près d'une visée optique. Simulateur de visée optique. Tout à fait. Donc, on augmente la dynamique du viseur électronique. Par contre, attention, quand on fait ça, on perd le résultat final. Donc, c'est pas la même expérience. Ça peut être troublant, il faut être au courant quand même. Tu as l'impression que tu rates ta photo. Mais... Elle peut être un petit peu surexposée parce que, justement, elle est accentuée pour avoir une meilleure visée. Moi, je comprends quand même toujours cette angoisse de la perte de la visée optique. Hein. Quand on a passé toute sa vie à utiliser des réflexes à regarder dans du verre, ça peut être un peu déstabilisant de se retrouver à regarder un petit écran OLED, aussi bon soit-il. Effectivement, c'est différent. Et la fatigue oculaire elle peut être plus importante puisqu'on a tendance à moins cligner les yeux sur une visée électronique. Mais c'est clair qu'on s'habitue très très vite. Quatrième question pour toi, JC, qui nous vient d'une dénommée Élise. Donc, c'est que des filles qui te posent des questions, JC. Je ne sais pas ce qu'on peut en conclure. Il est jaloux, Jackie. Complètement. Quel serait ton boîtier idéal pour de la photo de voyage ? Alors, c'est dur. Moi, j'ai vraiment mon R3 parce que c'est l'ergonomie du R3 que j'ai pendant des années à un DX et j'adore ça. Mais tu vois, le R8, honnêtement, je pense que ça serait un super compromis. Réellement, et je dis pas ça parce que c'est l'émission autour de ça, mais le R8, le rapport poids et la qualité et tout ce qu'il propose, je pense que c'est le meilleur compromis. Avec une seconde batterie, comme on l'a dit au cours de l'émission, ouais. Et un chargeur nomade. Et pourquoi pas un 1635 ? Allez. Petite config parfaite. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue.
Cette question vous est adressée à tous les deux. Oula. Si vous deviez conserver un seul et unique boîtier EOS parmi tous ceux qui ont vu le jour, réflexe, hybride, argentique, numérique compris, ce serait lequel et pourquoi? Jackie? Alors, je vais dire le R6 Mark II, moi. C'est mon préféré parce que il a toutes les qualités d'un produit professionnel, mais il reste encore relativement compact. Donc, c'est un peu plus léger et moins encombrant qu'un R3 qui est vraiment quand même très sympa. Mais il est véloce. 24 millions de pixels, c'est largement suffisant pour faire 99,9% des images. Moi, les 45 ou plus, ça charge mon disque dur et c'est dur après à stocker. Et donc, c'est vraiment un super compromis. Bon, Jackie qui est dans la modernité et pas la nostalgie. Même question pour toi, JC. Comme je disais tout à l'heure, je pense le R3 pour l'ergonomie en fait. C'est quand on a goûté à ça, bien sûr c'est plus encombrant, c'est forcément dans le sac, dans les mains et tout, mais l'ergonomie, quand moi je filme énormément à la main, très peu au Steadicam par exemple, et j'adore en fait l'ergonomie, la prise en main qu'on a, c'est vraiment génial. Forcément tout ce qu'il y a dedans, c'est génial aussi et ça ira de mieux en mieux avec les années, mais l'ergonomie du R3 pour moi c'est le top quoi. Et pour le plaisir, Benjamin, amène-nous un peu dans le passé. Alors, je peux amener plus loin dans le passé, mais j'ai commencé avec un EOS 650 argentique que j'ai toujours, je l'ai gardé, mais c'est pas celui-là que je garderai. Je citerai le 5D3 que j'ai gardé aussi, qui pour moi était une vraie évolution par rapport au 5D2 et amenait beaucoup de choses qu'on attendait, notamment une rafale supérieure, une construction supérieure, une ergonomie plus aboutie. Et celui-là, pour le coup, je le garde et je n'ai pas l'intention de m'en séparer. Eh bien, en ce qui me concerne, je me pose à moi-même la question et ce serait l'EOS 300D, donc le premier réflexe numérique Canon entre guillemets abordable, avec un capteur APS-C de 6 millions de pixels, si je me rappelle bien, une véritable révolution qui m'a fait découvrir la photographie numérique. On conclut le quiz là-dessus. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Jackie, JC, merci à vous deux. C'était un plaisir de vous avoir avec nous à nos micros. Alors, vous le savez peut-être, mais Canon est sponsor de la Coupe du Monde de rugby qui va se dérouler dans quelques mois en France, pour être précis du 8 septembre au 23 octobre prochain. Et on vous propose d'écouter le témoignage de Claire-Anne de Villard, qui est la directrice marketing de Canon France. Elle nous parle un peu de ce partenariat qui est très important pour la marque. Canon est fournisseur officiel de la Coupe du Monde de rugby. Canon était déjà fournisseur officiel de l'image de la Coupe du Monde de rugby au Royaume-Uni il y a quelques années, puis au Japon. Et enfin en Nouvelle-Zélande avec la Coupe du Monde féminine en 2022. Donc on est ravis de l'accueillir en France cette année. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de valeurs communes entre le monde du rugby et de Canon. Au rugby, il y a l'effort de chacun, la combativité qui va servir à l'ensemble du collectif. Et l'esprit d'équipe et l'esprit de groupe, c'est très important. Et chez Canon, on se retrouve particulièrement dans le terme ensemble, dans le avancer ensemble et avancer en respectant le reste de l'équipe et tout en ayant un goût de l'effort et un goût de ce qui est bien fait. Et je crois que c'est vraiment ce qui nous rapproche du monde du rugby. Et pendant toute la durée de la Coupe du Monde de rugby, dans les 9 villes en France, nous aurons l'équipe CPS, Canon Pro Services, qui apportera une assistance complète aux photographes pros et aussi aux agences de presse. Le but, c'est vraiment d'entretenir, de réparer le matériel, les boîtiers, les optiques, si nécessaire, et aussi de tester des nouvelles optiques, par exemple, que le photographe n'a pas avec lui ou avec elle. Et c'est vraiment d'être très présent pour s'assurer de la facilité de travail qu'ils auront sur place et pour s'assurer que les photos qu'ils vont pouvoir prendre pendant toute la durée de la Coupe du Monde seront les meilleures possibles et donc participeront à donner une excellente image à cette compétition dans les médias notamment. Pendant la durée de la Coupe du Monde, je vais vous inviter à nous suivre sur les réseaux sociaux pendant toute cette période qui, j'espère, sera vraiment passionnante. On aura des surprises sur nos réseaux à suivre du coup. Et on aura aussi comme invité de marque ou comme, on va dire, ambassadeur rugby avec Canon, Philippe Sella,
qui sera particulièrement présent, qui était un joueur incroyable et qui nous permettra de revivre aussi cette compétition de l'intérieur comme lui a pu le faire il y a quelques années. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous suivre pendant cette période passionnante. Dis donc, Jackie, ça va être chargé en sport hein, dans les mois et années qui arrivent pour Canon France en particulier d'ailleurs. Ouais. Mais on a des produits pour ça. Hein. Et on aura des produits encore innovants pour ça dès l'année prochaine. Bon. Quelles sont les autres actualités de Canon? J'ai cru comprendre qu'il y avait une offre de remboursement en cours pour ceux qui seraient prêts à se faire un peu plaisir. Oui, complètement. Actuellement, donc, on est dans ce qu'on appelle l'offre Summer. Donc, depuis début mai, on propose des cashbacks sur les boîtiers comme le R6 Mark II. On propose 300 € de cashback jusqu'au 31 juillet. Donc, c'est vraiment une affaire à faire. Et 200 € également sur le R5 et le R5C, donc des produits très professionnels, qui s'ajoutent en plus à une offre magasin de 500 €. Donc, vraiment, actuellement, on a des offres très intéressantes pour ceux qui veulent investir dans des produits experts. Et également, on a, ça c'est quelque chose qu'on reproduit régulièrement, on a également une offre de cashback sur les optiques et qui, ça dépend de l'optique. Hein. Vous avez de 35 à 350 € en fonction de l'optique que vous choisissez, avec un remboursement avec preuve d'achat. Donc vraiment des affaires intéressantes jusqu'au 31 juillet pour ceux qui veulent investir dans la photo et dans cette passion. Bon, bah c'est super. Écoute, merci encore, Jackie, d'être venu nous partager tout ton savoir autour de ce nouveau boîtier, le Canon EOS R8. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une émission spéciale sur le Canon EOS R1, du coup. Très bientôt. Non, pas très bientôt. On se reverra, mais pas très bientôt. Et on va attendre un petit peu. Il ne faut pas être impatient et chaque chose en son temps. Bon. JC, toi, tes prochains voyages, ton actualité? Là, je vais au FIS, le Festival international des sports extrêmes à Montpellier. Déjà, donc ça, c'est un événement que je rate pas depuis 15 ans. C'est un peu là où on retrouve tous les potes en BMX. Et puis après, je pars directement au Kenya. Bon, c'est super. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir partagé un peu ton expérience avec ce nouvel appareil qui est l'EOS R8. Voilà pour cette émission spéciale dédiée au nouveau Canon EOS R8. On vous donne rendez-vous dès jeudi prochain pour parler de photos instantanées avec la photographe Lisa Rose. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à jeudi prochain. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre émission, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.